Elle a tout pour réussir. Une intelligence hors norme, un avenir scientifique prometteur, un mariage prévu dans quelques jours. Ce matin-là, elle franchit les portes d'un laboratoire prestigieux, comme elle l'a déjà fait des centaines de fois. Mais cette fois, quelque chose ne va pas se passer comme prévu. Aucune caméra ne la voit ressortir. Aucun témoin ne comprend ce qui s'est joué derrière ces murs. Et très vite, un campus entier bascule dans l'angoisse, les soupçons et le silence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une disparition qui n'aurait jamais dû arriver, et d'un lieu censé incarner le savoir, qui est malgré lui devenu le théâtre d'un cauchemar. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire de Annie Lee, une affaire que j'avais déjà vue, il me semble, mais que j'avais envie de partager sur cette chaîne, notamment avec mes recherches. J'espère que l'affaire pourra vous intéresser, que si vous la connaissez, elle pourra au moins vous apporter des informations supplémentaires ou peut-être simplement un rafraîchissement de mémoire. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, de déposer un petit like, un petit commentaire en nous exposant ce que vous pensez de cette affaire et en vous abonnant juste en dessous. Tout ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans cette nouvelle vidéo, donc c'est parti, installez-vous confortablement et voici l'affaire de Annie Lee. Tous ceux qui croisent Annie partagent immédiatement le même sentiment. Cette jeune femme sort de l'ordinaire. Dès les premières secondes, sa présence marque les esprits. Son sourire est lumineux et sincère, il capte l'attention et donne l'impression qu'elle éclaire la pièce sans effort. Mais derrière cette douceur apparente, il y a aussi une intelligence remarquable, quasiment déroutante. Très tôt, Annie se distingue comme une élève brillante, au point de devenir une référence académique, aussi bien au lycée qu'à l'université. Lors de son passage à l'école secondaire Union Mine à El Dorado en Californie, elle s'impose naturellement comme la meilleure de sa promotion. Elle termine major de classe, une reconnaissance réservée à l'élite scolaire. Ses camarades et ses professeurs ne voient pas en elle uniquement une excellente étudiante, mais aussi une figure scientifique qui risque de vraiment changer les choses. D'ailleurs, lors du traditionnel vote de fin d'année, elle est élue la plus susceptible de devenir le prochain Einstein, un surnom qui résume à lui seul les attentes immenses placées en elle. Grâce à ses résultats exceptionnels, Annie obtient une bourse de 160 000 $, une opportunité rare qui lui ouvre les portes de l'université de Rochester, dans l'état de New York. C'est là-bas qu'elle poursuit un parcours exigeant et ambitieux. Elle se spécialise en biologie de développement cellulaire, c'est un domaine assez complexe et pointu que perso je n'arriverai pas à étudier, et à côté elle complète une mineure en anthropologie médicale. Donc elle a une double formation qui montre qu'elle est curieuse, mais aussi qu'elle a un désir de comprendre et le corps humain, et aussi les réalités sociales liées à la médecine. Elle obtient son diplôme et elle confirme qu'elle n'est pas seulement prometteuse, mais bel et bien accomplie. Son parcours académique l'amène ensuite vers un des établissements les plus prestigieux au monde. Annie est acceptée dans le programme d'études supérieures de Yale. C'est vraiment une reconnaissance ultime dans le milieu scientifique. À seulement 24 ans, elle s'installe à New Haven, dans le Connecticut, où elle travaille pour l'obtention d'un doctorat en pharmacologie. J'ai hésité sur le mot, mais c'est bien pharmacologie, je crois. Bref, dans tous les cas, elle a ce diplôme et ce doctorat au sein de cette université. Son avenir semble parfaitement tracé. Une carrière scientifique brillante, une vie stable et un équilibre personnel très rare. Oui, parce qu'au-delà de ses succès universitaires, Annie vit aussi une histoire d'amour. Elle est fiancée, elle est heureuse, elle se projette vers un mariage prochain. En fait, tout dans sa vie semble s'aligner. Il y a vraiment une précision qui est quasiment irréelle. Au sein du département de pharmacologie, soit plutôt pharmacologie, bref, au sein de son département de la Yale School of Medicine, Annie est appréciée de tous. Collègues, étudiants et encadrants la décrivent comme bienveillante, travailleuse et discrète. Elle ne suscite aucune jalousie apparente, aucun conflit visible. En tout cas,
C'est ce que tout le monde croit à ce moment. Personne n'imagine alors que derrière cette façade harmonieuse, quelque chose de profondément sombre est déjà en train de se jouer. 8 septembre 2009, à seulement 5 jours de la cérémonie qui doit sceller son mariage, Annie Lee commence sa journée comme tant d'autres. Elle quitte l'appartement qu'elle partage avec 5 colocataires à New Haven, dans le Connecticut, et elle rejoint les transports de Yale pour se rendre sur le campus. Rien dans ses gestes ou dans son emploi casse son temps, ne laisse présager que cette matinée va devenir l'une des plus tragiques de l'histoire de cette université. Comme à son habitude, Annie arrive au Sterling Hall of Medicine, l'un des bâtiments emblématiques du campus de Yale. Elle avance avec cette routine rassurante, propre aux étudiants en doctorat. Le lieu est familier, les couloirs sont connus, un travail latent, puis aux alentours de 10h du matin, elle quitte ce premier bâtiment pour rejoindre le laboratoire de recherche situé un peu plus loin sur Amistad Street. Ce déplacement il est banal en apparence parce que c'est quelque chose qu'elle fait souvent, sauf que ça marque le point de non-retour. Les caméras de sécurité du campus enregistrent les derniers instants connus de Annie Lee. Les images la montrent entrant dans le bâtiment d'Amistad Street peu après 10h. Elle franchit les portes sans hésitation. Elle est concentrée, probablement absorbée par ses expériences ou par les préparatifs de son mariage, qu'importe. Ces images sont capturées et deviennent par la suite des pièces centrales d'une enquête. On va en reparler, mais ce qui frappe les enquêteurs, c'est ce que les caméras ne montrent pas. Annie n'apparaît sur aucune image où on la verrait quitter le bâtiment. Aucune sortie, aucun mouvement ultérieur. Elle est entrée dans le labo, et elle n'est jamais repartie. À partir de cet instant précis, sa trace s'efface brutalement, laissant derrière elle un vide angoissant et une série de questions sans réponse. Pendant ce temps, son appartement de New Haven, qu'elle partage avec 5 autres colocataires, est silencieux. Ce lieu de vie est ordinaire, il a été photographié plus tard par la presse locale et c'est devenu le symbole de quelque chose de cruel. Une jeune femme pleine de projets, disparue au cœur même de l'endroit où elle se sentait en sécurité. À ce moment précis, il n'y a personne qui imagine encore l'ampleur du drame qui est en train de se nouer à quelques pas de là, sur un campus qui est censé incarner l'excellence et la tranquillité académique. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui a pu se passer. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher Annie de sortir? Qui aurait pu être là pour l'en empêcher? Qui aurait pu faire quoi? Si vous avez une théorie, n'hésitez pas. Vous l'avez compris, Annie est connue de tous comme quelqu'un de fiable, méthodique, toujours à l'heure. Donc lorsqu'elle s'absente sans prévenir, l'inquiétude elle est immédiate. Le 8 septembre, au soir, les heures passent. Et à 21h, elle n'est toujours pas rentrée dans l'appartement. Pour les colocs, ce silence n'a rien de normal. L'une d'elles finit par composer le numéro de la police et signale officiellement la disparition auprès des autorités de la ville, les autorités de New Haven, et à partir de là, la situation bascule. Les forces de l'ordre se rendent aussitôt sur le campus de Yale afin de comprendre ce qui aurait pu arriver. Et très vite, un élément attire leur attention. La zone concernée est placée sous une surveillance vidéo massive. Il y a 70 caméras qui couvrent le bâtiment et les couloirs environnants. Et en plus de ça, l'accès au labo est strictement contrôlé. Seules les personnes qui disposent d'une carte d'identité Yale peuvent entrer dans ces espaces sécurisés. Les enquêteurs ont donc accès aux enregistrements et ils les examinent. Ils ont pu confirmer que Annie est bien rentrée dans le labo dans la matinée. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune image qui la montre sortir. Face à ces constats troublants, les autorités prennent une décision lourde de sens. Le bâtiment est bouclé afin de permettre à des recherches approfondies. Et donc l'enquête prend une ampleur nationale. Le FBI et le Connecticut State Police se sont joints aux enquêtes. Chaque minute compte, chaque détail est passé au crible, parce que l'hypothèse d'un accident laisse rapidement place à une crainte bien plus sombre. Au fil des jours, le nom de Annie, il circule dans les médias. Il est accompagné de celui de son fiancé, Jonathan Widowski. Tous deux sont décrits comme profondément amoureux, prêts à s'unir dans quelques jours. Annie est présentée, comme d'habitude, comme quelqu'un de brillant,
de drôle, elle est pleine d'énergie, elle est animée par une compassion sincère envers les autres. Et donc cette question est là, qui aurait pu s'en prendre avec une telle violence à une jeune femme aussi appréciée? Pendant ce temps, sa famille vit dans une attente insoutenable. Chaque jour sans réponse nourrit l'espoir qu'Annie peut être retrouvée vivante. Ils imaginent encore le mariage fastueux prévu à Long Island, ce moment de joie qu'ils s'apprêtent à partager tous ensemble. Jamais la famille n'envisage l'issue la plus cruelle. Personne ne peut concevoir qu'Annie soit morte quelque part sur le campus ou on sait pas. Personne ne peut concevoir que ceci peut arriver, surtout à l'endroit même où elle construisait son avenir, dans son propre labo de recherche. Le contraste entre les projets de bonheur et la brutalité de la réalité rendra le choc encore plus dévastateur. 5 jours se sont écoulés dans une angoisse insoutenable, et puis le 13 septembre 2009 est arrivé. Cette date devait être celle du bonheur absolu, le jour où Annie Lee était censée dire oui à l'homme qu'elle aime, Jonathan Widowski. Au lieu des préparatifs de mariage, des invités et des célébrations prévues, c'est une découverte tragique qui met brutalement fin à tout espoir. En fin d'après-midi, la police retrouve le corps d'Annie dans le sous-sol du bâtiment Amistad, sur le campus de Yale. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Peu après la découverte, le président de l'université, qui s'appelle Richard Levin, adresse une lettre solennelle aux étudiants et au personnel. Il y annonce avec des mots lourds de gravité que le corps d'une femme a été retrouvé dans le bâtiment. Et à ce moment précis, l'identité n'est pas encore confirmée. Le président précise également que les forces de l'ordre sont toujours présentes sur les lieux, que l'enquête est en cours et qu'une résolution rapide est espérée. Pour toute la communauté universitaire, le doute n'est plus permis. La disparition d'Annie vient de prendre une tournure irréversible et c'est probablement, quasiment sûr, son corps qu'on vient de retrouver. Les faits établis par la suite ont confirmé que Annie Lee, doctorante à Yale, a été assassinée sur le campus le 8 septembre 2009. Ce lieu censé représenter le savoir, la sécurité et l'avenir est devenu le théâtre glaçant d'un crime horrible. Très rapidement, l'enquête se concentre sur un cercle restreint. Le jour même où le corps est retrouvé, un étudiant et aussi employé du laboratoire attire l'attention. Raymond Clark III, on va juste l'appeler Raymond Clark, qui est âgé de 26 ans et qui dit qu'il a vu Annie quitter le Yale Animal Research Center plus tôt dans la journée. Il dit qu'elle portait 2 sacs de nourriture pour souris ainsi qu'un cahier, un détail qui intrigue les enquêteurs. La police le trouve étrange. Elle resserre donc l'étau autour de lui. Clark est le seul à travailler dans le laboratoire avec Annie ce fameux jour. C'est un élément déterminant dans une enquête où chaque minute et chaque présence compte. Son témoignage, il est loin d'écarter les soupçons. Il soulève au contraire de nouvelles questions. Pourquoi est-il l'un des derniers à l'avoir vu ? Pourquoi aucun autre témoin peut confirmer quelconque scène? Au fil des vérifications et des regroupements, Raymond Clark est identifié par la police comme l'unique suspect dans le meurtre de Annie Lee. Et à cet instant, l'affaire bascule définitivement d'une disparition inquiétante vers un des crimes les plus marquants de l'histoire de Yale. De leur côté, les étudiants tentent de comprendre l'impensable. Une question domine désormais toutes les autres. Comment un tel drame a-t-il pu se produire au cœur d'un laboratoire universitaire, à quelques jours d'un mariage qui devait symboliser le début d'une nouvelle vie? Un document judiciaire, clé, est venu ensuite éclairer des zones d'ombre. Un affidavit d'arrestation de 13 pages qui détaille minutieusement ce que les enquêteurs ont découvert avant même d'avoir localisé le corps. Ce rapport révèle que les caméras de sécurité du campus ont retracé avec précision les déplacements de Annie Lee et de Raymond Clark à l'intérieur des bâtiments. On voit également que des égratignures ont été observées sur le corps de Raymond Clark, un élément qui intrigue immédiatement les autorités. Selon ce même document, Clark a tenté de nettoyer la scène du crime et de faire disparaître toute trace de son ADN. Il aurait multiplié les gestes suspects dans les heures suivant la disparition de Annie. Le document ne mentionne explicitement pas de mobile. Toutefois, des sources proches du dossier ont déclaré aux enquêteurs qu'un étranglement serait survenu à la suite d'un conflit professionnel entre Annie et Clark,
un différend lié au travail au sein du laboratoire. Donc de ce qu'on comprend, si on croit ce témoignage, Clark aurait essayé d'étrangler Annie. Une hypothèse qui est glaçante, mais qui suggère qu'il y a de la tension entre les deux qui aurait pu dégénérer de façon fatale. D'ailleurs, les mouvements de Clark le fameux matin du 8 septembre sont assez troublants. Entre 10h40 et 15h45, il entre et sort du laboratoire où Annie travaille, et on a aussi une pièce située plus loin dans le couloir. Et il fait ses allers-retours à pas moins de 55 reprises. C'est une activité incessante, qui est d'ailleurs écrite dans ce fameux document et qui contraste avec une journée de travail totalement normale. Une partie du document est restée expurgée, notamment les passages liés aux circonstances exactes de la découverte du corps, ce qui renforce encore le caractère sensible des infos et probablement horrible. Autre détail marquant, lorsque Clark quitte finalement le bâtiment ce jour-là, les policiers remarquent qu'il porte des vêtements différents de ceux qu'il avait à son arrivée. Ce changement d'apparence soulève de nouvelles questions. Pourquoi changer de vêtements si ce n'est pour cacher quelque chose? Pendant que les recherches se poursuivent, on a une autre étudiante, Rachel Worth, qui échange avec l'agent de police de Yale au sujet d'un objet inquiétant. En fait, sur un chariot en acier, dans la pièce où Annie a été vue pour la dernière fois, se trouve une boîte de lingettes qui présente des traces de sang visibles. Mais c'est pas tout. L'enquêtrice qui gère sur le campus observe Raymond Clark s'approcher du chariot et déplacer la boîte afin de tourner les éclaboussures de sang hors de son champ de vision. L'agente a été consciente de la gravité de la situation et elle a engagé une conversation anodine avec lui, cherchant à ne pas éveiller ses soupçons tout en gardant un œil attentif sur son comportement et ses gestes. Dans le même temps, Raymond Clark continue de nettoyer le drain de la pièce avec de la laine d'acier et des produits ménagers. On a un autre sergent de la police, qui était toujours là en train d'enquêter, qui le surprend en train de frotter le sol sous l'évier près de l'évacuation. Ce comportement paraît étrange, le sol est déjà propre. Et cet enquêteur remarque également que Clark manipule le chariot, un détail qui, ajouté à tout le reste, renforce les soupçons. Et finalement, le FBI dresse une liste de pièces à conviction. Parmi elles, on a la boîte de lingettes tachée de sang, une blouse du laboratoire de grande taille avec des traces rouges qui a été retrouvée dans une poubelle de recyclage. On a les images de vidéosurveillance qui ont montré Raymond Clark qui porte une blouse similaire plus tôt dans la journée du 8. Donc encore une fois, tout se lie et tout se resserre contre lui. Les enquêteurs se rendent de suite dans la fameuse maison-appartement d'Annie afin de récupérer ses effets personnels. Une brosse à dents est saisie pour analyse ADN et les résultats ont confirmé que le sang présent sur la boîte de lingettes et sur la blouse est bel et bien celui de Annie Lee. Le même jour, Raymond Clark se présente aux enquêteurs avec de nouvelles déclarations. Il dit qu'il a vu Annie quitter le bâtiment environ 15 minutes avant lui, juste avant qu'une alarme incendie ne se déclenche. Et cette alarme, selon les faits, a été provoquée par un autoclave qui sert à stériliser le matériel de laboratoire. Sauf que loin de dissiper les doutes, cet entretien il convainc encore davantage les autorités de concentrer leurs efforts sur lui. Des mandats de perquisition et de saisie sont donc demandés. Les policiers prélèvent des écouvillons buccaux, des empreintes digitales, des poils corporels, des coupures d'ongles. Raymond Clark se soumet également à un test polygraphique qu'il échoue de manière flagrante. Après, c'est pas pour prendre sa défense, mais j'ai vraiment du mal avec les tests polygraphiques. On en parle beaucoup dans les enquêtes et à chaque fois, des fois, les gens les réussissent alors que finalement ils sont coupables, les gens échouent alors que finalement ils sont innocents. Donc j'arrive pas vraiment à comprendre la fiabilité de ces tests. Le 12 septembre, on a une pièce qui renforce le dossier. Au-dessus d'un plafond suspendu, dans un des couloirs extérieurs du labo, la police met la main sur un gant en caoutchouc qui est plein de sang et il y a une chaussette à côté. Et à ça, on voit aussi une paire de bottes de travail recouvertes de sang qui portent une inscription Ray C. Donc Raymond Clark. On a aussi une tenue médicale bleue semblable à celle que Clark porte sur les images de surveillance et qu'on ne le voit plus avec après. À ce stade de l'enquête, toutes les preuves dessinent un scénario de plus en plus accablant. Les autorités ont déjà mis la main sur une quantité impressionnante d'indices matériels. Pourtant, malgré l'accumulation de preuves, une pièce essentielle n'était toujours pas là. C'était le corps d'Annie. Il restait introuvable à ce moment. C'est-à-dire qu'au cours de l'enquête, il y avait de plus en plus de choses qui se tournaient vers Raymond Clark, mais pendant que tout ça était en train de se produire, le corps n'était pas encore retrouvé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a finalement été retrouvé et je vais vous raconter comment. En fait, il y a un détail qui a tout changé.
Il y a un enquêteur qui était très attentif qui a aperçu quelque chose d'inhabituel près d'un panneau utilitaire à l'intérieur du labo. En fait, il a eu une intuition quasiment imperceptible qui lui a dit il faut fouiller cette zone. Donc il y a des chiens spécialisés dans la détection de cadavres qui ont été emmenés. Et la réaction des chiens, immédiate. Ils ont conduit les équipes vers une cache dissimulée derrière un mur. Et là, les enquêteurs ont découvert le corps de la femme, le corps de Annie, qui portait encore des gants chirurgicaux. Les sous-vêtements ont été abaissés autour de ses chevilles et l'examen initial a révélé qu'elle avait la mâchoire et une clavicule fracturées, des blessures qui indiquent une violence extrême. Derrière ce panneau, la police a mis au jour la scène de crime macabre. On a une grande quantité de sang qui est visible, mêlée à de l'isolant utilisé pour tenter de dissimuler le corps. À proximité de ce mur, les enquêteurs trouvent une nouvelle blouse, laboratoire, tachée de sang, et une chaussette semblable à celle qui avait déjà été découverte dans le plafond suspendu, ainsi qu'un stylo à encre vert. En fait, chaque objet semble raconter une partie du drame qui s'est joué. Au moment de la découverte du corps, l'enquête s'étend à l'extérieur du campus. La police va directement fouiller l'appartement de Raymond Clark à Middleton et procède à de nouveaux prélèvements ADN. Les analyses ont confirmé que les correspondances étaient là, déterminantes, notamment avec un échantillon de sperme retrouvé sur la scène du crime. On a aussi une tache présente sur l'une des chaussettes qui contient et l'ADN de Annie et l'ADN de Raymond Clark. Ce lien biologique est accablant et qui renforce considérablement le dossier. Le 17 septembre 2009, Raymond Clark est arrêté. Les enquêteurs ont désormais assemblé une affaire solide, étayée par des preuves scientifiques, des témoignages et des images de surveillance. Clark est interpellé au Super 8 Motel de Cromwell dans le Connecticut et il est inculpé pour meurtre. Il est ensuite transféré à l'établissement correctionnel, un établissement correctionnel de Suffield où il attend son procès. En janvier 2010, il a d'abord plaidé non coupable. Il a ensuite changé de stratégie et modifié son plaidoyer dans le cadre d'un accord visant à réduire sa peine. 17 mars 2011, dans une salle d'audience bondée de journalistes, en présence du fiancé de Annie et de sa famille, Clark est assis. Il est calme en apparence, il est quasiment détaché, et ce jour-là, il plaide coupable du meurtre de Annie Lee, et il a également été reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle. Un accord a été conclu. Il a accepté de purger une peine de 44 ans de prison, ce qui le maintient incarcéré jusqu'en 2053, si mes calculs sont bons. Lors de l'audience de condamnation, une vingtaine de membres de la famille d'Annie étaient présents. Ils ont serré des mouchoirs dans leurs mains, ils sont submergés par l'émotion, et sa mère ainsi que son père ont pris la parole et ont livré des déclarations déchirantes avant que la sentence ne soit prononcée. D'après les médias, le moment le plus marquant a été lorsque Raymond Clark lui-même s'est adressé à la cour en larmes. Il a dit qu'il assumait entièrement la responsabilité de ses actes, qu'il était le seul responsable de la mort de Annie et qu'il prenait compte de la souffrance infligée à tous ceux qui l'aimaient. Il dit qu'il a menti pendant que la famille et le fiancé d'Annie attendaient désespérément des réponses. Il dit aussi qu'il n'aurait jamais voulu faire de mal, qu'en fait il a échoué dans son désir d'être une bonne personne, un bon frère et un bon fiancé. D'ailleurs, sa propre fiancée était assise dans la salle d'audience avec les parents de Clark, un contraste saisissant avec la douleur de la famille Lee. Il a conclu son discours en disant que Annie restera toujours une personne exceptionnelle, bien meilleure que lui, et il a présenté ses excuses pour toutes les vies détruites. Je vais quand même me permettre que c'est un petit peu facile de faire autant de mal et de s'en rendre compte après. Dans tous les cas, il y a eu une sentence, 44 ans pour meurtre et 20 ans pour tentative d'agression au premier degré. Et les peines doivent être purgées simultanément, c'est pour ça qu'en tout il a 44 ans. Le 26 septembre 2009, loin des couloirs froids et des laboratoires, de tout le tumulte médiatique, la famille et les proches d'Annie se sont réunis dans un décor différent, dans les contreforts de la Sierra Nevada en Californie, tout près des lieux où Annie a grandi. En fait, le temps était suspendu, c'est ce moment-là. C'est ici, dans cette région, que tous ceux qui sont venus ont essayé de lui apporter un peu de paix pour lui dire adieu. Je voulais terminer là-dessus parce que c'est quand même une note qui est assez belle. On a un service commémoratif qui a été organisé par les familles de Annie Lee et de Jonathan Widowski à la Holy Trinity Catholic Church à Eldorado Hills, à une trentaine de kilomètres de l'est de Sacramento. Jonathan a déjà assisté à une cérémonie plus tôt dans la semaine, mais celle-ci avait une dimension particulière parce qu'elle se déroulait sur les terres natales d'Annie, entourée de ceux qui l'ont vu grandir, évoluer et rêver. Le but était vraiment de lui rendre hommage, que ce soit par la famille,
par son fiancé et par les proches. L'hommage a été marqué par l'intervention de James Keller, l'ancien pasteur de Annie. Il a eu une voix qui a résonné dans toute l'église, ainsi que ses mots qui ont été très bien choisis. Cette affaire laisse derrière elle bien plus qu'un verdict judiciaire. Elle soulève une question dérangeante. Comment un lieu dédié au progrès, à la recherche et à l'avenir peut-il devenir le décor d'un crime aussi brutal, sans que personne ne s'en aperçoive à temps? Et surtout, combien d'autres histoires semblables restent encore enfermées derrière des portes que l'on croit sûres?